Bonjour à tous. Le Tour Auto s'élancera dans quelques jours de Paris en direction d'Andorre. Et avant même qu'elle ne commence, on peut déjà affirmer que cette 31e édition sera exceptionnelle, puisqu'elle verra la participation d'une légende du sport français, Henri Pescarolo. À l'approche du départ, nous avons la chance de retrouver notre tête d'affiche sur l'autodrome de Lina-Montlhéry, où il est venu essayer la BMW que lui confieront bientôt Motul et le préparateur Atelier 46. Nous tenons au passage à remercier l'UTAC, propriétaire du circuit, qui nous donne le privilège d'assister à cette première séance de roulage. Voilà pour le contexte de ce 18e épisode de Vroom by Peter Otto. Le temps sera trop court, c'est sûr, pour faire le tour de la carrière du recordman de participation aux 24 heures du Mans. Alors on commence sans plus attendre. Bonjour Henri Pescarolo. Oui, bonjour à tous. Alors, on ne s'était pas vu depuis Le Mans Classique 2018. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, pas forcément que des bonnes nouvelles. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis un peu surpris de me retrouver au départ du Tour et à Montlhéry, parce que j'avais pas du tout prévu de recommencer. Mais avec la proposition de Motul, j'ai pas pu refuser. J'ai un très bon coéquipier, Michel Perrin. J'ai une bonne voiture, apparemment. On va la conduire aujourd'hui pour la première fois. Une BMW 30 CSL. Elle est un peu historique dans la mesure où on l'a remis aux couleurs à laquelle elle était quand j'ai couru avec cette voiture, dans les années 70 et quelques, 73. Je faisais équipe avec Bob Volek et Vittorio Brambilla, et elle était aux couleurs d'une écurie allemande très connue, c'était le team Schnitzer. Donc Motul a décidé, avec l'atelier 46, de la remettre aux couleurs, dans laquelle je l'ai connue quand j'ai couru pour Schnitzer. Et vous me disiez justement il y a quelques minutes que vous aviez peu de souvenirs de ce passage au volant. Vous avez couru à 4 occasions au volant de cette voiture. Est-ce qu'en la voyant, ça vous a... Déjà, ce qui m'a rappelé quelques souvenirs, c'est que on m'a envoyé des photos de moi au volant de cette voiture au circuit Ricard et au Nürburgring. Et effectivement, j'ai quelques souvenirs qui sont en train de remonter du fond de ma mémoire. Il faut dire qu'à cette époque-là, les pilotes, ce qui n'était pas le cas maintenant, conduisaient dans plein de disciplines en même temps, puisque j'étais en même temps pilote de Formule 1, pilote de sport prototype, je faisais des rallyes et je faisais quelques courses du championnat d'Europe des voitures de tourisme. Donc ça fait beaucoup de souvenirs, mais c'était pas mon programme favori et disons mon principal. Le championnat d'Europe des voitures de tourisme, c'était à l'occasion, quand j'avais du temps libre. Comme je courais aussi pour une autre écurie allemande qui s'appelait Kremer, mais en proto cette fois-ci, j'ai eu la proposition de conduire pour les frères Schnitzer 2 ou 3 fois, et j'avais un peu oublié, mais les souvenirs sont en train de revenir grâce à vous. Et sûrement au volant, d'autres souvenirs reviendront en reprenant le volant de cette voiture tout à l'heure. Certainement, parce que c'est une belle voiture. Bon, malheureusement, je dis bien malheureusement, entre guillemets, c'est pas une voiture pour gagner le Tour, je pense, parce que la dernière fois que je suis venu au Tour, déjà organisé par Patrick Fitter, c'était pour essayer de gagner, c'était avec une Cobra de Sarail. On va y venir, si vous me permettez. Mais là, je crois qu'avec une BMW, d'abord, je suis plus tout à fait aussi jeune qu'à cette époque, et ensuite, une BM, logiquement, par rapport à des GT, elle est derrière, donc on va tâcher de faire les choses le mieux possible, mais je prends le départ avec beaucoup de plaisir, mais sans ambition de gagner. Et alors, vous retrouvez ce matin sur l'autodrome de Lina-Montlhéry. J'imagine que ça vous rappelle quelques souvenirs aussi. C'est un peu là que tout a commencé, je crois, pour vous. C'est amusant parce que à l'entrée, il y a un poste de gardiennage. Et la fille m'a demandé si j'étais déjà venu à Montlhéry. Je lui ai dit oui, en 1963. Et même ses parents n'étaient pas encore nés. Donc ça l'a un peu surpris. Effectivement, tout a commencé à Montlhéry, puisque l'opération Forte Jeunesse, par laquelle grâce à laquelle j'ai commencé la course automobile, tout se passait à Montlhéry, puisque j'avais une voiture de Lagacy. C'était un club parisien. Et on a limé l'autodrome et l'anneau avec cette Lotus Seven avant le début de la saison.
Et la première course en 64, je l'ai gagnée ici même à Montlhéry. Donc c'est des grands souvenirs. Et ensuite, avec Matra, on était toujours fourré à Montlhéry pour mettre les voitures au point. Donc c'était vraiment C'était le notre base circuit de le plus travail. proche de Vélizy, là où était Oui, bien installée l'équipe sûr. Puis Matra. c'était un circuit, le circuit routier était l'un des plus beaux circuits de l'époque. Et mettre au point une voiture sur le routier de Montlhéry, c'était vraiment avoir une voiture qui était prête à courir partout, quoi. En parlant de Matra et du circuit de Montlhéry, c'est ici aussi en 69 que vous avez remporté peut-être votre première victoire internationale ou première grande victoire, C'était les 1000 les kilomètres, 1000 km de effectivement. Paris. Donc il y avait les courses les plus importantes au monde à Montlhéry, dont les 1000 kilomètres de Paris que j'ai gagné avec Matra et avec Jean-Pierre Beltoise. Donc c'est un grand souvenir, Vous vous hein. souvenez de cette course parce que vous étiez confronté à des prototypes plus puissants que le vôtre, des Porsche 908, des Lola T70. C'était pas vraiment plus puissant, mais il y avait aussi, je crois, des GT40 d'ailleurs. Mhm. Mais effectivement, la Matra, et on connaissait tellement bien le circuit routier, elle était tout à fait à son aise sur ce circuit. Et il y a eu une bagarre homérique Je entre crois qu'au deuxième Beltoise. tour, Beltoise se fait un peu sortir juste Voilà, devant nous là justement, ici. et il remet les choses au point quelques heures plus tard. Et ça a été une grande victoire parce que les 1000 kilomètres de Paris, c'était l'une des grandes courses internationales. Et vous, vous dépassez Pedro Rodriguez pendant votre relais pour prendre la tête et offrez à Matra le premier doublé en sport prototype. Oh, bah bravo. Vous me la- Je vous vous fais avez la une suite de meilleure la course que mémoire que vous moi. valorisez Jean-Pierre Beltoise, mais vous avez aussi eu votre part dans la remontée vers la victoire ce jour-là. Et comment c'était de rouler avec une barquette Matra ici sur l'anneau? Ça devait être... Bah, disons que on prenait une partie de l'anneau parce que le routier, on faisait pas tout le tour de l'anneau. On rentrait sur le routier après le faille, il y avait la chicane nord, il y avait la chicane sud et puis la chicane devant les tribunes. Mais ce qui était très important surtout, c'est qu'on prenait le grand circuit, ce qu'on appelait ça doit être le 6 ou 7 kilomètres. On n'allait pas jusqu'au Biscorne, on tournait juste après Coire. Et c'est là où la Matra était formidable, sa petite route était fabuleuse. Et c'est sur le routier qu'on faisait la différence. Et j'enchaîne un petit peu sur Motul, grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui. C'est à l'initiative de Motul que vous avez participé au prochain Tour Auto. En regardant un petit peu une vidéo publiée sur le site YouTube de Motul récemment, j'ai vu que donc c'est un sponsor historique pour vous, et c'est assez rare en fait. On connaît Niki Loda et sa casquette Parmalat vissée sur sa tête toute sa carrière, mais vous, c'est un peu pareil. Motul a été à vos côtés tout au long de votre carrière. Pas tout au long, parce que évidemment tout le monde se souvient des ronds rouges et de l'apparition de Elf en même temps que Matra qui débutait en course automobile. Donc Matra était BP la première année où Matra a couru et où je les ai rejoints. Et on est très rapidement devenus les ronds rouges et Elf. Mais parallèlement à ça, j'ai très rapidement eu Motul comme partenaire, parce que en parallèle avec ce que je faisais chez Matra, je faisais beaucoup d'autres courses, comme on l'a dit tout à l'heure. Et entre autres, il y a eu un projet extraordinaire, ça a été de construire une voiture en Angleterre, une Formule 2, qui s'est appelée Motul. C'était la Motul Formule 2, qui était engagée par Ron Dennis. Et j'ai été vraiment un fidèle, et Motul a été un fidèle sponsor pour moi. J'étais le président du volant Motul après pendant de nombreuses années. Et il y a une très longue histoire dans le sport automobile entre Motul et moi. Donc il y a de nouveau quelqu'un de très dynamique chez Motul, c'est M. Grabowski. Avant c'était Yves Bastiment, que tout le monde a connu. C'était toujours sous l'égide de la famille Zug, et avec le renouveau de l'enthousiasme de Motul dans toutes les disciplines, et ben, j'ai été amené à être contacté par Romain Grabowski, qui me propose de faire le Tour de France cette année. Mais j'avais pas du tout envie de recommencer, parce que pour moi c'est de l'histoire ancienne, la course automobile, très ancienne, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que moi je suis un pilote du siècle dernier, donc ça fait déjà un certain temps que j'ai arrêté. Mais Motul a tellement insisté que j'ai accepté. En plus, j'ai le meilleur coéquipier du monde, Michel Perrin. Et donc, on va non pas être dans la catégorie régularité, parce que ça m'intéresse pas du tout.
on va être en vitesse, donc on va s'amuser un petit peu. Et alors, parlons un petit peu de Michel Perrin, puisque vous en parlez. Donc, ce sera votre copilote pendant ce Tour Auto. C'est un multiple vainqueur du Dakar en qualité de navigateur. Vous le connaissez, c'est un ami de longue date? Bah, je l'ai redécouvert, bon, je le connaissais très bien quand je faisais le Dakar moi aussi, puisque j'étais loin derrière, mais c'était un concurrent, donc l'Arctique Perrin, c'était l'équipage vedette du Dakar, donc évidemment je le connaissais bien. Par contre, je l'ai découvert en tant que coéquipier quand j'ai recommencé à faire de la régularité avec Zaniroli, Le et rallye neige et glace. c'était le neige et auquel vous glace, et c'est là où j'ai vraiment regretté en voyant le professionnalisme de Michel, de ne pas l'avoir eu au Dakar et de ne pas l'avoir eu comme coéquipier chaque fois que j'ai fait des courses dans lesquelles il était nécessaire d'avoir un coéquipier. Parce qu'avoir quelqu'un de la valeur de Michel dans la voiture, c'est un atout formidable. il ne laisse rien au hasard, hein, c'est ça? C'est plus que ça, il est tellement méthodique, méticuleux que moi, comme je faisais pas des rallyes de ma discipline principale, j'avais toujours des copains comme coéquipiers qui étaient des gens très sympathiques, qui n'étaient pas des très bons coéquipiers. Et on voit la différence avec un vrai coéquipier professionnel. Donc là, c'est un vrai bonheur de le retrouver encore autour, là. Et j'en profite pour dire que vous pourrez parler Dakar aussi avec Harry Vatanen qui sera au Tour Auto. Michel, vous et Harry avez été des concurrents réguliers Oui, bien de sûr, oui. Dakar. Surtout que Harry, je l'ai eu comme concurrent chez Peugeot, parce qu'on a été, l'année où il s'est fait voler sa voiture, entre guillemets, j'étais chez Peugeot, moi. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Sur les 405 Le coupé et 205. 405, Mhm. le coupé 405 Turbo 16. Ouais. Mhm. Je reviens au Tour Auto. Alors, c'est une épreuve à laquelle vous avez participé deux fois. Une fois dans sa version moderne en 1970. Vous terminez deuxième. Et une fois dans sa version historique que vous avez gagnée. On y reviendra un petit peu après. Le Tour Auto 1970. Donc, à cette époque-là, vous êtes pilote de Formule 1 chez Matra. Et Jean-Luc Lagardère, qui est le patron de Matra, décide d'engager des prototypes des 24 heures du Mans au Tour de France automobile, ce qui à l'époque paraît totalement insensé, puisque c'est un rallye disputé sur route ouverte avec 4500 km au programme. Et est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la jeunesse de ce projet? Ah oui, complètement, parce que ça a été révolutionnaire. Sortir les voitures du circuit des 24 heures du Mans et les mettre sur la route pour le Tour Auto, déjà sur le plan technologique, c'était un défi incroyable, parce que c'est pas un proto du Mans, c'est pas fait pour rouler sur la route dans les embouteillages, donc il a fallu quand même modifier pas mal la voiture. Ensuite, il fallait que Matra ait les bras longs, parce que une voiture qui faisait le tour, elle devait être immatriculée. On n'a jamais vu une voiture du Mans immatriculée, à part les GT. Donc immatriculer un proto du Mans, ça prouve que Jean-Luc Lagardère avait les bras longs. Et donc on est arrivé au départ du Tour, c'était la révolution absolue, parce que c'était la voiture des 24 heures du Mans. Et le public français s'en souvient, parce que c'était un vrai Tour de France. Donc on passait dans toutes les régions de France. Et le bruit du V12 de nuit dans les petits villages ou dans les cols, dans les Vosges ou dans les Alpes ou dans les Pyrénées, c'était extraordinaire. Et c'est ce qui a valu, d'ailleurs, c'est amusant, la vocation de Michel Perrin, parce qu'il était tout gamin dans une station-service dans les Vosges. Il a entendu arriver les deux Matras, donc les deux V12 qui arrivaient. Il a vu Johnny Reeve, mon coéquipier, qui était un journaliste très célèbre à l'époque. Il l'est toujours, mais il est un peu vieux maintenant. Il a été tellement impressionné et enthousiasmé, il a dit « je ferai ça un jour ». Et il est devenu coéquipier professionnel, c'est après avoir entendu les Matras dans les Vosges. Donc c'était effectivement quelque chose d'assez révolutionnaire. Et on a gagné, donc on a fait 1 et 2, donc ça a été une expérience extraordinaire. Et avant le départ, vous pensiez que c'était possible de le faire? Vous y croyiez un petit peu? Ah, j'y croyais vraiment parce qu'on avait bien préparé les voitures. On avait une équipe d'assistance qui était l'une des meilleures du monde. Avec les breaks DS, ils nous suivaient partout, donc on les avait toujours derrière nous. Le seul endroit
où j'ai pas eu mon assistant derrière moi, c'est dans une spéciale dans laquelle un écrou de roue est parti et la roue avec. Donc c'est là où j'ai perdu le tour. Normalement, j'étais devant Jean-Pierre. Mais là, il a fallu que j'attende que la route se réouvre pour que l'assistance arrive. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Mais j'y croyais vraiment parce que, sauf ennui, donc on ne savait pas si on aurait des ennuis parce qu'on s'est fait quand même beaucoup d'embouteillages. On était intouchable par rapport aux autres voitures. Mais ceci dit, on avait vraiment bien préparé le coup. Et je précise quand même que sur ce tour auto, vous n'étiez pas au départ. Vous étiez sur un Grand Prix de Formule 1 au Canada avec Jean-Pierre Beltoise. Et tous les deux, donc vous prenez l'avion, vous arrivez j'imagine, à Paris, et vous rejoignez la caravane du tour autour à Pau. C'était effectivement prévu. Donc on avait malheureusement un Grand Prix au moment du départ du Tour. Donc c'est Gérard Larousse et Jean-Pierre Jabouille qui ont pris le volant des... De Paillet. Ou de Paillet, pardon. Jabouille de Paillet, effectivement c'est très proche. Qui ont pris le volant au départ et dès qu'on est revenu du Grand Prix du Canada, on a repris notre place dans la voiture, ou pris notre place dans la voiture. Mais ils avaient très bien commencé déjà, ouais, tous les deux. Et vous parliez tout à l'heure du succès populaire qu'avaient ces voitures sur la route. J'ai même l'impression que des fois c'était presque gênant pour vous. Vous aviez eu une anecdote dans le livre de Johnny Reef qui raconte que Jean-Pierre Beltoise a pris une pénalité parce qu'il n'a pas pu pointer un contrôle horaire, gêné par la foule, et ne pouvait même plus avancer avec sa Ah voiture. ouais, c'était l'émeute absolue, parce que à l'époque, quand on parlait d'une voiture, on disait pas que ça tuait et que ça polluait. Les gens aimaient les voitures, les gens aimaient la course automobile, et surtout, les gens avaient beaucoup entendu parler de l'aventure Matra aux 24 heures du Mans, et de les voir, ces voitures, dans leur village, dans leur ville, c'était la révolution absolue à chaque fois. Donc tout le monde était tassé sur les voitures. C'était difficile même de s'extraire de la foule, et de temps en temps, c'était tellement difficile qu'on n'y arrivait pas, comme c'est arrivé à Jean-Pierre, comme vous venez de le dire. Là, c'était la révolution à chaque fois, c'était incroyable, la popularité de Matra et de ses voitures. Et c'est drôle comme le temps passe, parce que maintenant, Matra, plus personne ne sait ce que c'est étonnant. C'était vraiment la révolution à l'époque. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez eu votre parcours n'a pas été un long fleuve tranquille cette année-là. Vous avez eu le problème des écrous de roue que vous évoquiez tout à l'heure, et aussi au niveau d'Orthez, un problème de refroidissement avec le circuit d'eau qui s'est vidé, et donc le moteur qui était en surchauffe. Et l'assistance, pour le coup, était là pour vous dépanner à ce moment-là. Vous vous rappelez de ce moment particulier? Oui, je me rappelle, mais effectivement, en dehors des spéciales dans lesquelles l'assistance n'avait pas le droit d'être derrière nous, on avait toujours un break DS derrière nous, donc c'était les meilleurs mécaniciens du monde chez Matra, ils étaient absolument fabuleux, et ils étaient prêts à intervenir n'importe où et n'importe comment et pour n'importe quoi. Ceci dit, on a eu un peu de chance, parce qu'effectivement, dans les embouteillages, la Matra V12, c'était pas tout à fait sa place. Et on a eu beaucoup d'embouteillages, tellement justement il y avait de succès sur ce tour. Ouais. Parce que l'anecdote racontée par Johnny Reeve à propos de ce passage, c'est que donc le temps de remplir le circuit de refroidissement de la voiture, très difficile à remplir parce qu'à chaque fois qu'il remet de l'eau, l'eau ressort du circuit. Et vous vous retrouvez à devoir rallier La Rochelle en 45 minutes avec 85 km à couvrir. Et visiblement, ce moment a particulièrement marqué Johnny Reeve, puisque vous roulez à 270 km/h sur route ouverte, du coup. Et il raconte que les spectateurs étaient venus voir une épreuve spéciale, et qu'au final, le plus grand spectacle, ils l'ont vu sur la route du retour quand ils vous ont vu. Oui, ça a été extraordinaire, mais c'était pas suite à la surchauffe du moteur. Cette anecdote, je perds une roue, un écrou de roue et une roue dans une spéciale près de Bordeaux. Et donc il faut attendre que tout le Tour de France ait terminé cette spéciale, attendre l'assistance. Et donc j'avais perdu beaucoup de temps déjà dans cette spéciale. Mais surtout, on risquait de ne pas pointer à l'heure au contrôle horaire suivant, donc peut-être à La Rochelle, effectivement. Et j'ai fait un Grand Prix sur la route. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que
C'était tellement populaire le Tour qu'il y avait énormément de public dans cette spéciale. À la fin de la spéciale, le public rentrait évidemment par la route chez eux. Et j'étais comme en Grand Prix au milieu dans la circulation. Et effectivement, pour Johnny, ça a été une épreuve assez délicate parce que j'étais vraiment comme en train de faire un Grand Prix ou en train de faire les 24 heures du Mans au milieu de la circulation sur route ouverte. C'était une aventure absolument fabuleuse et on a pointé dans les temps. Et alors, la voiture plafonnait à 270 km/h parce que vous aviez une boîte courte, hein, sinon elle pouvait. Ah ouais, seulement à 270 sur les départementales, effectivement. C'était vraiment une autre époque, hein. Nul besoin de préciser qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça sur un tour auto. Cette année, je pense que vous respecterez, comme tous les concurrents, les limites de vitesse. De toute façon, vous avez un GPS dans la voiture qui nous permet de vérifier tout ça. C'était l'épreuve bénie dans laquelle il n'y avait pas encore de limitation de vitesse, effectivement. Sinon, est-ce que vous avez des souvenirs de... En fait, quand on regarde aujourd'hui l'itinéraire de ce tour auto, ça paraît impensable. Vous roulez le jour, la nuit, on a l'impression que vous ne reposez jamais. Vous faites, donc déjà, c'est un vrai Tour de France, hein. Vous partez du sud, vous partez vers l'ouest, le nord, Ouais, l'est. on a fait vraiment le tour de la France et dans des conditions très difficiles souvent. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie que dans cette Matra, dans la route des Cimes, dans les Vosges. C'était épouvantable le froid qu'il faisait. Non, physiquement, ça a été une épreuve très difficile parce qu'on se reposait pas beaucoup. Il y a beaucoup de kilomètres à faire. La Matra, c'était quand même pas le grand confort. Ça a été un tel plaisir que ces petits problèmes de confort et de manque de sommeil, c'était tout à fait accessoire et anecdotique. C'était un tel plaisir de conduire cette voiture sur route partout en France que c'était une jouissance absolue. Johnny Reeve a quand même réussi à s'endormir dans la voiture malgré l'inconfort Ah oui, bien sûr, parce que c'était des étapes c'est très dire l'état de longues, fatigue, c'est dire votre état de fatigue. Et du coup, vous le disiez tout à l'heure, vous pensiez pouvoir gagner cette édition. D'ailleurs, vous faites une très grande performance dans la montée du Ventoux aussi. Je ne sais pas si ce souvenir... Alors c'est là où je pensais repasser devant Jean-Pierre, parce que le Ventoux, je l'avais pratiqué plusieurs fois en course de côte, donc je le connaissais absolument par cœur. Et on avait la consigne, évidemment, de ne pas nous battre entre nous, Jean-Pierre et moi. Et le seul endroit... Alors ça, c'était sur les circuits, évidemment. On était l'un à côté de l'autre, ensemble, on ne se battait pas. Le seul endroit où on pouvait vraiment se battre, c'est dans les spéciales, puisqu'on ne se voyait pas. Et là, j'ai dit à Johnny, c'est là qu'on prend la tête. Et alors à l'époque, on allait jusqu'en haut du Ventoux. Ça ne s'arrêtait pas au Chalet Renard, comme maintenant. Et j'ai attaqué comme un malade. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui s'est passé. Quand j'ai dépassé le Chalet Renard, j'ai eu l'impression que j'avais une crevaison lente. Et c'est pas tellement le bon endroit pour avoir une crevaison lente entre le Chalet Renard et le sommet, parce qu'il n'y a pas de rail et il y a des appliques de quelques centaines de mètres. Donc j'ai commencé à avoir un doute. Et j'ai ralenti, et la voiture devenait de plus en plus difficile à conduire. Et donc Jean-Pierre est resté devant, j'ai pas pu le battre. Et malgré ça, j'ai presque fait le même temps que lui, donc j'avais pas tout à fait tort en pensant que je pouvais repasser devant. Et Johnny, lui, il me dit, c'est pas qu'on a eu une crevaison lente, c'est que tu as attaqué tellement jusqu'au Chalet Renard que les pneus étaient morts après. Et C'était des goudures de Formule 1, on n'avait plus d'adhérence à l'arrière. Donc j'ai pas pu réaliser mon souhait qui était de repasser devant Jean-Pierre Beltoise et Jean Todt. Et on a terminé 1 et 2, c'est ce que voulait Matra de toute façon. Oui, c'était des pneus de Formule 1, ça, des goodyear G20. Oui, c'était les pneus des 24 heures. Hein. Donc comme il faisait beau, on mettait des slicks pour le Ventoux. Donc je suis parti avec des pneus tendres, slicks. Et je les ai détruits avant d'arriver au Chalet Renard, quoi, tellement j'ai attaqué. Et vous avez dit un jour à Johnny Reeve que habituellement vous êtes seul au volant, vous prenez tous les risques sans que ça vous pose problème, et ce jour-là vous étiez 2 dans la voiture et peut-être vous auriez pu rouler encore plus vite dans cette montée. C'est peut-être pour ça que j'ai été prudent après le Chalet Renard, parce qu'une sortie de route après le Chalet Renard, il y a peu de chances que l'équipage s'en sorte indemne. Et c'est effectivement l'un des points qui m'a beaucoup gêné dans ma carrière quand j'ai eu un coéquipier.
faut se souvenir que Jackie Hicks a tué son coéquipier au Dakar quand même. Et j'avais l'habitude, et ça me faisait rien du tout, de prendre tous les risques moi-même. Mais quand j'avais quelqu'un avec moi dans la voiture, j'avais quand même un certain scrupule à faire prendre des risques à mon coéquipier. Et autant je ne pensais jamais, jamais, jamais à ce qui pourrait arriver ou m'arriver dans un accident, autant que tous les Dakars que j'ai fait, les courses que j'ai fait, les rallyes, d'avoir quelqu'un dans la voiture, on est obligé de penser un petit peu à ce qui pourrait arriver si on sort de la route pour le coéquipier, quoi. Mhm. Le Tour de France automobile a cessé d'exister en 1986. C'est d'ailleurs Michel Perrin qui l'a gagné avec François Chatriot à la dernière édition. Et Patrick Peter, en 1992, a eu l'idée de le faire renaître sous une forme historique. Et en 1997, vous étiez encore dans votre carrière de pilote. Vous avez participé à cet événement, à ce rallye, sur une AC Cobra. Est-ce que vous vous souvenez du contexte et comment c'est fait? Ah ouais, je m'en souviens vraiment très très bien parce que d'abord j'étais vraiment heureux que Patrick Peter ait des idées aussi fabuleuses de faire renaître des courses historiques. On sait que dans sa carrière, il a fait renaître beaucoup de choses d'ailleurs, au niveau des GT surtout, et puis On va en parler après. de faire revivre le Tour de France. Pour moi, ça a été quelque chose de fabuleux parce que, mine de rien, c'est un de mes grands souvenirs dans ma carrière, ce Tour de France avec Matra. Donc quand Patrick Peter a fait renaître le Tour de France et que mon sponsor habituel, Robert Sarrail, ATS, m'a proposé de le faire, je lui ai dit je veux bien le faire, mais c'est pour gagner. Je suis arrivé deuxième avec Matra, maintenant c'est pour gagner. Et il avait entre guillemets, une Cobra à me proposer. Et contre moi, il y avait des GT40, il y avait des Ferrari Lightweight 250, il y avait très très bien conduite avec des bons pilotes. Et je me suis dit, avec une Cobra, c'est impossible de les battre, sauf en prenant le dessus dans les spéciales. Parce qu'à l'époque, c'était autorisé de reconnaître les spéciales. Donc, je suis allé, comme j'avais fait beaucoup de rallyes, que je savais très bien prendre des notes, que Johnny, que j'avais retrouvé, donc j'ai fait revenir mon coéquipier que j'avais chez Matra, Johnny Reeve, savait très bien lire des notes, parce qu'il avait été coéquipier en rallye aussi. C'est dans les spéciales que j'ai pris le dessus, sur toutes les GT40, Ferrari et compagnie, et autres Cobra. Et je m'en souviens très bien, parce que ça a été une bagarre de chiffonnier entre des voitures beaucoup plus rapides que moi. Et à la fin, on a gagné, de pas beaucoup, mais on a gagné. Et c'est un très très grand souvenir, effectivement. C'est ça, le tour commence assez mal. Vous faites un tête à queue ici à Montlhéry Voilà. dès le début du rallye. Et ensuite, c'est une fond, je remontée. fais un tête à queue, et j'arrive pas à repartir tout de suite. Donc j'avais beaucoup de temps à rattraper, que je ne pouvais pas rattraper sur les circuits, parce qu'effectivement, les GT40, les Ferrari étaient plus rapides que la Cobra. Mais par contre, en spécial, là, je les ai bien allumés, là. Il y a des images de cette époque-là, et en effet, vous roulez très très fort, hein. Vous prenez du plaisir à rouler. La Cobra, c'est une voiture que vous n'avez pas connue dans son époque contemporaine, puisque c'était début, milieu des années 60, vous étiez encore au tout début de votre carrière. Vous prenez plaisir à rouler à des voitures antérieures à votre carrière? Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout que j'ai gagné aussi avec une Cobra, toujours avec Sarrail, avec Patrick Tambay. C'est au Tourist Trophy à Goodwood. Et là, c'était une course de chiffonnier aussi, parce qu'il y a 3 Jaguareux qui sont plus du tout d'origine, qui sont trafiqués à mort, qui n'ont jamais été battus à Goodwood, avec des pilotes de chez Audi, comme Pirot, entre autres. Et jamais les Jaguareux ont été battus par une Cobra. Et on a gagné avec Patrick Tambay, on a tapé les Jaguareux. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette voiture, parce que ça rappelle un petit peu les voitures de mes tout débuts, quoi. C'est assez rustique. C'est des voitures qui se conduisent vraiment, qui glissent beaucoup, qui ont beaucoup de chevaux, très physiques. Et non, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces voitures. Et vous avez dans votre garage une voiture ancienne? Il vous arrive de rouler au quotidien en ancienne? Malheureusement, je ne suis pas collectionneur. Je dis malheureusement parce que chez Matra, on nous donnait les voitures en fin de saison si on voulait. Donc je pourrais très bien avoir ma Formule 1, mes Formule 3, ma Formule 2, les protos du Mans. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre Beltoise, parce qu'il s'est fait donner ma Formule 1, justement, la MS 120 et mon proto du Mans.
Parce que lui, il avait l'esprit collection. Dès qu'on arrivait au Mexique ou en Argentine, on allait chiner partout, il collectionnait tout ce qui était collectionnable. Et donc, c'était pas courant il y avait très peu de collectionneurs de voitures à cette époque-là. Il y avait Bardidon, qui était très connu, qui avait sa collection de Ferrari. Mais c'était pas du tout à la mode de collectionner les voitures et de les garder. Donc moi j'étais jeune, je vivais chez mes parents, je me voyais pas arriver avec une Matra V12 chez mes parents en disant tiens on va garer ça dans le garage. Et j'ai pas gardé les voitures que j'aurais pu garder. Donc la seule que j'ai qui me rappelle mes débuts, ici à Montlhéry d'ailleurs, c'est une TR3, une Triumph, parce que j'ai couru avec Jean-Louis Ricci au 24 heures du Mans. Il savait que la Triumph, c'est une voiture que je conduisais quand j'avais 11 ou 12 ans dans les allées du parc de mes parents. Et comme je voulais pas être payé parce que je l'aimais beaucoup, un jour derrière les stands, avant le départ du Mans, il y avait une TR3, il m'a dit tiens c'est ta prime de départ. Donc je l'ai gardée. C'est la seule voiture de collection entre guillemets, que j'ai chez moi. Alors, vous parliez tout à l'heure de Patrick Peter, vous disiez qu'il avait créé beaucoup de belles compétitions. Je reviens notamment en 1993. Vous avez toujours été assez concerné par les décisions prises par les pouvoirs sportifs. Et il se trouve qu'à cette époque-là, l'endurance est assez mal en point avec les groupes C qui sont sur leur fin, la formule Sport 3 litres 5 qui n'a voulu par la FIA qui n'a pas prise. Et c'est à ce moment-là que Patrick Peter, avec Jürgen Barth et Stéphane Rattel, crée le BPR, une compétition à laquelle vous avez participé pratiquement sur toute sa durée, hein, les 3 années d'existence du BPR, 94, 95, 96, vous faites pratiquement toutes les courses. Quel souvenir gardez-vous de cette époque? Bah déjà ici en particulier, puisque j'ai gagné les 1000 km de Paris avec Basso et avec une Venturi. J'ai un très bon souvenir parce qu'effectivement, il était absolument impératif qu'on relance un petit peu cette discipline, et surtout le GT, parce que ce sont des belles voitures. Donc le BPR, ça a été le renouveau des voitures de grand tourisme en endurance. Et après, ça n'a jamais cessé, puisque bon, Patrick Hitter a fait autre chose. Stéphane Rattel a continué. Il est organisateur depuis longtemps de courses de voitures de grand tourisme. C'est grâce à eux que ça a redémarré. C'était une très très bonne idée. Et ce qui est drôle, c'est que quand je suis venu courir avec la Venturi, avec Vasso ici, je pensais pas du tout qu'on pourrait gagner, parce que nous, on participait pas à tout le championnat. C'était un peu un one-shot, c'est-à-dire que bon, Vasso avait engagé cette voiture, elle était toute neuve, il venait de la toucher. Et regagner les 1000 km de Paris 20 ou 30 ans après, je sais pas combien, après les avoir gagnés avec Beltoise, ça a été grandiose, quoi. C'était extraordinaire. Et vous gardez un bon souvenir de l'atmosphère qui régnait à cette époque. Les gens parlent souvent du BPR avec beaucoup de nostalgie. Il y avait, je pense, un esprit de camaraderie entre les pilotes qui y participaient. Vous retrouviez Vollek, Jarier, Jean-Louis Ricci, dont vous parliez tout à l'heure. Vous gardez un bon souvenir de cette époque-là? Oui, c'était un très bon souvenir, parce que d'abord, Patrick est quelqu'un d'éminemment sympathique, il a des bonnes idées. C'était une course un peu amateur et professionnel en même temps, parce que c'était un mélange de pilotes professionnels et de pilotes amateurs, dans une très bonne ambiance, et avec des voitures qui n'étaient pas vraiment des voitures faites pour courir, mais qu'on adaptait, et puis progressivement, les GT sont devenus des vraies voitures de course. Donc j'ai un très très bon souvenir de cette époque, parce qu'il y avait une ambiance géniale que Patrick sait faire régner autour de lui, quoi. Avec des déplacements assez exotiques, vous avez participé à la première course organisée en Chine, à Zhuhai, Ouais, tout à sur fait. Ouais. un circuit urbain qui devait être un peu particulier aussi, j'imagine. Ah ouais, c'était une ambiance extraordinaire. C'était le renouveau d'une discipline, donc ça marque une époque, effectivement. Et alors, quelques années plus tard, vous avez raccroché votre casque et créé votre écurie au début des années 2000. Et comment s'est faite cette idée de créer votre écurie? Disons que c'est quelque chose que j'avais pas du tout l'intention de faire, parce que bon, on sait jamais, un pilote ne sait jamais ce qu'il va faire quand il va s'arrêter de courir. Déjà, on ne sait pas à quel moment on va s'arrêter. Euh, et puis c'est arrivé un peu par hasard, et c'est un de mes amis journalistes, qui s'appelle François Granet,
qui un jour me dit bah, puisque tu arrêtes de courir, tu sais, ce serait sympa que tu aies ton écurie. Si tu veux, je t'apporte quelqu'un on va se mettre tous les trois ensemble. Il y a quelqu'un qui apporte le financement, toi tu seras le directeur sportif, et puis moi, François Granet, je m'occupe des relations publiques. J'ai dit, bon, bah, si tout peut démarrer comme ça, pourquoi pas? Parce que ça me paraissait une mission impossible de créer une écurie et de trouver l'argent pour la faire vivre. Parce que j'avais pas du tout envie de créer une écurie pour faire de la figuration. La course automobile ne m'intéresse en général que quand il y a une possibilité de gagner dans la discipline dans laquelle on s'engage. Et donc on a créé cette société, on a démarré. Et on s'est aperçu très rapidement, malheureusement, que la troisième personne qui était susceptible d'amener le financement, il était bidon complètement, il n'a pas trouvé un centime. Et on avait quand même lancé l'écurie. Donc là, ça a été le début d'une aventure qui a été extraordinaire de temps en temps, qui a été épouvantable de temps en temps, parce que tous les ans, bah, il y avait entre 2, 3, 4 ou 5 millions à trouver. Et en général, c'était à moi de les trouver. Donc mon épouse a été très active dans ce domaine aussi. On a eu un travail d'équipe très important. Et ça s'est bien passé, puisqu'on a failli gagner le Mans 2 fois de suite. Malheureusement, on aurait dû le gagner absolument avec l'Aube, avec PlayStation en 2005. Malheureusement, je lui ai mis un coéquipier qui n'a pas été très sérieux et qui a sorti sa voiture 3 fois de suite. Donc on s'est rattrapé l'année d'après. Mais malheureusement, on n'avait plus tellement la voiture capable de dominer comme en 2005. Donc en 2006, on termine deuxième. L'Aube termine deuxième aux 24 heures du Mans. C'était quand même formidable. Et puis, bon an, mal an, ça se passait pas trop mal. J'arrivais à trouver l'argent. On avait des très bons résultats. On a gagné 3 championnats Le Mans Série. Et puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis au garde à vous face au docteur Ulrich, qui a imposé des équivalences tellement stupides entre les moteurs diesel et les moteurs essence, les moteurs diesel étant admis tout d'un coup au Mans. Comme un moteur diesel de course n'existait pas, il n'y avait que Audi qui en avait un. Donc le docteur Ulrich, qui avait tout le monde à sa botte grâce aux millions d'euros qu'il distribuait partout, il a fait des équivalences qui nous ont condamnés à faire de la figuration. Pour vous donner un exemple, en 2005 et 2006, 2005, les 2 voitures en première ligne, c'est 2 Pescarolo devant les Audi. 2006, on est juste derrière, mais on est dans la seconde. 2007, 2008, 2009, avec le diesel, on est à 12 secondes au tour, 250 chevaux d'écart entre un moteur diesel et un moteur essence. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire, et ça s'est terminé très très mal. Donc malheureusement, c'est un très mauvais souvenir pour moi, parce que je peux le dire sans m'exploser les chevilles, j'avais vraiment la meilleure écurie aux 24 heures du Mans. Être condamné à virer tout ce beau monde, que ce soit les électroniciens, les aérodynamiciens, les mécaniciens, j'avais vraiment la meilleure équipe du monde. Être obligé de virer tout le monde et de déposer le bilan, c'est une expérience un peu triste et difficile, et ça m'a vraiment complètement exclu du milieu automobile. J'y reviens grâce à Motul et autour et à Patrick Peter. Mais disons que j'ai très mal vécu cette fin, effectivement. Alors, je reviens juste au tout début de cette aventure Pescarolo Sport. Au début, vous avez une belle voiture, mais pas beaucoup de courses pour la faire rouler. Et c'est à ce moment-là que votre chemin se rapproche de nouveau de celui de Patrick Peter avec la création des Le Mans Series. Oui, tout à fait, parce que j'ai démarré, j'étais pas constructeur en démarrant, il y avait mon voisin dans le Technopark qui s'appelait Yves Courage, qui fabriquait des belles voitures. Et on n'était pas du tout en état de construire une auto chez Pescarolo Sport. Donc on a commencé avec une C52, donc une Courage C52, mais j'ai réussi à convaincre M. Saint-Jour, le patron de Peugeot, de nous préparer un moteur issu de la 607, et on a été quatrième au Mans avec un moteur Peugeot. Donc ensuite, Yves Courage m'a dit, attends, j'en ai une bien meilleure, c'est la C60, donc on a acheté une C60. Et effectivement, grâce à Patrick Peter, il y a eu un championnat qui s'est créé qui permettait de faire vivre une écurie en dehors des 24 heures du Mans. Et ce championnat, on l'a gagné 2 ou 3 fois, donc effectivement, c'était quelque chose de primordial pour une écurie de pouvoir courir toute une saison, quoi.
Et justement, l'idée initiale, c'était de faire renaître les courses de 1000 km. À l'époque, en fait, peu de gens y croyaient. Ça paraissait des distances très longues. On disait que c'était pas compatible avec la télévision, etc. Et vous, vous avez toujours été un grand défenseur de l'endurance. Vous avez tout de suite fonctionné avec ce format de course. Le format de course, il était encore plus long que ça, parce que j'ai démarré avec les 24 heures de Mans quand même. Vous savez que le premier discours de Jean-Luc Lagardère devant une assemblée de journalistes qui s'est retenu pour pas exploser de rire, en 1964, il a dit, oui, je vais créer une écurie de course, et on gagnera les 24 heures du Mans et on sera champion du monde de Formule 1. Donc l'endurance, c'était quand même la base du projet, c'était les 24 heures du Mans. Donc 1000 km, c'est court comme format de course pour quelqu'un qui est habitué à participer aux 24 heures du Mans. Mais ceci dit, c'était une distance intéressante parce que c'était un sprint absolu. Ceci dit, le Mans, ça a été presque toujours des sprints. Quand on se bat contre Ferrari, c'est un sprint du début à la fin. Mais 1000 km, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de la Formule 1, pratiquement sur le plan du rythme, sauf qu'il y a les arrêts au stand. Ceci dit, les Formule 1 s'arrêtent au stand maintenant aussi, mais ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, effectivement, ce championnat a été quelque chose de capital pour les constructeurs, mais pour les écuries privées aussi, puisque j'ai battu les constructeurs dans ce championnat d'ailleurs. Pendant cette période, donc dans les années 2000, vous avez gagné 2 titres, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2005 et 2006 de Le Mans Series. 9 victoires. C'est une fierté d'avoir réussi à gagner des courses avec votre propre voiture. Bien sûr, c'est une fierté parce que à partir du moment où on a décidé de construire nos voitures, là aussi, c'était une aventure qui a prêté un peu à sourire. Une écurie privée qui devient constructeur, il n'y en a pas eu beaucoup. Quand vous regardez ce qui se passe chez les écuries privées, ils achètent tous une voiture pour courir. Tout le monde a acheté une Ligier ou une Oreca. C'est rare qu'une écurie privée construise une voiture. Donc quand on s'est lancé dans cette aventure, on n'a pas été tellement pris au sérieux. Il se trouve que les Pescarolo ont été les meilleures voitures. C'était une voiture absolument fabuleuse. Il n'y aurait pas eu ces stupides équivalences. Non seulement on gagnait les championnats Le Mans Série, mais on gagnait Le Mans aussi. Ceci dit, je regrette beaucoup qu'il y ait eu des gens pourris, assez pourris pour obéir au docteur Ulrich. Dans tous les domaines, de la FIA jusqu'à la CO, tout le monde y était. Parce que je me suis remué quand même pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des équivalences équitables. C'est le propre du mot. Et on n'a rien pu faire. Donc on est mort dans une indifférence générale. Et ceci dit, le championnat Le Mans Série, c'était quelque chose d'intéressant parce que c'était une saison de course, c'est nouveau. Votre voiture, la Pescarolo 01, vous l'avez pilotée il y a 4 ans à Le Mans Classique. Pendant plusieurs tours, vous avez participé à la démonstration d'Endurance Racing Legends à son volant. J'imagine que c'est une sensation particulière de piloter la voiture que vous avez construite. Ça a été une sensation particulière parce que je m'étais obligé à ne jamais prendre la place de mes pilotes. Donc, j'ai jamais conduit ma voiture, sauf dans des séances de développement aérodynamique. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, mais aussi donc à Bretigny, effectivement. Mais on allait beaucoup à Châteauroux après. Non, Châteaudun. Non, c'est Châteauroux, pardon. Ouais. Où il y a une superbe piste. Donc, je ne faisais que des allers-retours avec des mesures aérodynamiques. J'avais jamais conduit ma voiture sur un circuit. Et quand Jacques Nicolet m'a proposé, parce qu'il a gardé mes voitures, m'a proposé de la conduire au Mans, j'ai compris pourquoi mes pilotes étaient aussi heureux au volant. C'était une voiture absolument fabuleuse à tout point de vue. C'était vraiment la meilleure voiture. Et par exemple, les vitesses au volant, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu quand vous étiez pilote. Est-ce que ça vous a demandé un temps d'adaptation ou au contraire, c'est instantané? Non, c'est tellement le confort qu'il n'y a aucun temps d'adaptation. C'est là où je me dis que si ça avait existé à notre époque, entre guillemets, Jean-Pierre Beltoise aurait été champion du monde. Parce qu'il faut se remettre dans les voitures des années 70 pour comprendre quel exploit il a réalisé pendant toute sa carrière. Il faut savoir qu'il avait un seul bras pour conduire. Il avait un coude bloqué. On avait failli lui couper le bras
son accident à Reims. Le chirurgien, finalement, n'avait pas coupé. Il avait bloqué le coude dans une position intermédiaire entre une position de moto et de voiture. C'est ce que Jean-Pierre avait demandé. Donc, de la main gauche, il ne pouvait pas conduire. Il pouvait maintenir le volant. Et d'ailleurs, la preuve de ce qu'il aurait pu faire, entre guillemets, c'est que chaque fois qu'il pleuvait, il était extraordinaire parce qu'il n'y avait plus d'effort au volant. Donc, il a gagné Monaco, qui est le circuit le plus difficile sur le plan de la conduite, dans la mesure où il y a un virage tous les 50 mètres et on change 12 fois de vitesse entre chaque virage. Euh, il a gagné dans ces conditions. Donc s'il avait eu ce qu'on appelle le paddle shift, le changement de vitesse au volant, ne pas avoir à lâcher le volant pour changer de vitesse, et il aurait fait une carrière encore plus extraordinaire que celle qu'il a eue. Mais pour moi, ça n'a pas été une adaptation parce que c'est tellement naturel. À partir du moment où on ne quitte plus le volant des mains, monter et descendre les vitesses avec la main sur le volant, c'est presque instinctif. Et là, je me suis aperçu que les Pescarolo, sur le plan de l'aérodynamique, la tenue de route, la stabilité, le freinage, c'était des voitures fabuleuses. J'ai découvert pourquoi mes pilotes étaient des pilotes heureux. Et vous avez dû rouler assez fort ce jour-là, puisque j'ai eu une anecdote. Je parlais un jour avec Emmanuel Collard, qui était l'un de vos pilotes chez Pescarolo, et qui ce jour-là roulait dans une Toyota GT1. Me racontait qu'il vous avait doublé dans une ligne droite sans savoir que vous étiez au volant de la Pescarolo. Et vous l'aviez repassé dans la ligne droite suivante, et il s'était dit dans son casque, mais qui c'est ce pilote qui roule fort comme ça sur le circuit? Ouais, c'était amusant parce que je savais pas que c'était Manu. Si j'avais su que c'était Manu, j'aurais été encore plus vite, mais je voulais pas allumer la voiture de Jacques Nicolet. Et j'avais pas conduit quand même des voitures très rapides depuis un moment, donc j'étais quand même prudent. Et je fais attention au matériel qu'on me prête. Mais si j'avais su que c'était Manu dans la voiture rouge qui était en train de me rattraper, j'aurais attaqué encore un peu plus. Mais effectivement, il était surpris parce que la Pesca tient tellement bien la route. Alors lui, il avait une GT1 qui a été la meilleure voiture à l'époque, la Toyota GT1. À son époque, c'était la meilleure voiture pour les 24 heures du Mans. Donc une voiture très rapide qui tenait très bien la route. Et malgré ça, il me rattrapait pas très très vite. Et il se demandait qui était au volant. Puis dans un virage, il aperçoit le casque vert. Il dit non, c'est pas Pesca, il a prêté son casque à quelqu'un. C'était amusant, mais la voiture était tellement fabuleuse que c'était presque facile, entre guillemets, d'aller vite avec une Pesca. Vous auriez aimé être pilote aujourd'hui, avec des voitures comme ça? Oui, bah, de toute façon, j'ai toujours aimé, comment dire, les voitures qu'on me proposait à partir du moment où elles étaient susceptibles de gagner. Je crois que l'intérêt d'un pilote pour une voiture, c'est quand il a une voiture qui peut gagner, quelle que soit la voiture et quelle que soit l'époque. Mais effectivement, de toute façon, ce sera toujours très dur, quelle que soit l'époque et la voiture, d'aller plus vite que les autres quand on est à voiture égale. Mais c'était des voitures vraiment fabuleuses à conduire, oui. Beaucoup moins physiques que ce qu'on avait avec une Matra, une Porsche ou une Sauber, une Kouros et compagnie. Donc ça, c'était des voitures très très physiques, quoi. Alors c'est assez amusant parce que vous participez à toutes les éditions du Mans Classique depuis 2002, et vous êtes souvent au volant d'une Inaltera qui n'est pourtant pas la voiture la plus marquante de votre carrière. Bah, je suis au volant d'une voiture qu'on me propose de conduire, hein. De toute façon, comme j'ai pas de voiture, moi, personnellement, pour faire le Mans Classique, et qu'il y avait un collectionneur qui avait une Altera et qui avait envie de l'engager au Mans Classique, bah, il redemandait aux pilotes de l'époque de venir. Donc j'ai été avec Jean-Claude Andruet, j'ai été bon, mais c'était pas le meilleur souvenir de ma carrière, l'une Altera, parce que c'était une GTP, c'est-à-dire une voiture de grand tourisme prototype qui avait pas été dessinée pour gagner la course, mais pour gagner sa catégorie. Par contre, les rondeaux étaient bien meilleurs après. Mais comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette histoire Inaltera? Vous sortiez de l'expérience Matra avec trois victoires aux 24 heures du Mans, et c'est presque surprenant de vous voir dans cette voiture. Bah, ça m'a beaucoup surpris aussi, parce que pour rien vous cacher, je l'ai déjà raconté souvent, je voulais absolument pas conduire cette Inaltera. Et Charles Jam, qui était le patron d'Inaltera, qui est un vrai charmeur, qui était accompagné de quelqu'un qui vient de mourir, Vic Elford, qui était son team manager, il m'a fait un coup de violon façon Jean-Luc Lagardère. Il m'a dit, attends, c'est le renouveau de Matra, pratiquement, c'est de nouveau une aventure française. Beltoise est là, Josso vient, c'est de nouveau une aventure Matra, faut que tu sois avec nous.
alors que j'avais une proposition de Porsche la même année, et que c'est Porsche qui a gagné le Mans. Donc, 1936. effectivement, a posteriori, j'ai beaucoup regretté, mais ceci dit, ça a été une belle aventure quand même. Et retrouver le volant de cette voiture des années après, est-ce qu'on se sent tout de suite... les souvenirs reviennent quand on monte dans une voiture comme ça des années Ouais, après? c'était pas une voiture très difficile à conduire, donc euh, enfin bon, je crois que j'ai été tout de suite compétitif, mais c'était pas un proto, disons que c'était moins intéressant qu'un vrai proto. C'est des voitures, les Inaltera, qui sont, comme je l'ai dit, des GTP, qui n'ont pas beaucoup d'appui, qui tiennent pas très bien la route. Elles sont quand même relativement stables dans la ligne droite, mais bon, c'est pas aussi passionnant qu'un gros proto. Et pour vous qui faites... vous êtes assez rarement sur les circuits, finalement, on vous voit très peu. Retrouver comme ça le volant d'une voiture à 300 km/h dans les Hunaudières tous les 2 ans, ça revient tout de suite, ça vous pose Bah, aucun c'est pas problème? tous les 2 ans, parce que j'ai jamais recommencé. En fait, depuis l'aventure avec la Pesca et Jacques Nicolet, je crois pas avoir reconduit. L'Inaltera, vous l'avez conduite à toutes les éditions du Mans Classique, Ah bon, c'était pratiquement. après ça. Non, c'était pas après la Pesca. Bah, Si, vous l'avez piloté en 2018, ah bon, après la ah bon. Pescarolo. Enfin non, de toute façon, quand vous dites on ne voit plus beaucoup sur les circuits, c'est parce qu'on m'a tué. J'ai jamais pardonné ce qui s'est passé en 2005 quand on a tué mon écurie. En 2012, quand on a tué mon écurie, j'ai jamais pardonné ça. J'ai quitté le milieu automobile. Là, Motul me demande de revenir. Entre guillemets, c'est un peu à contre-cœur parce que j'avais décidé de ne plus remettre les pieds sur un circuit. Mais bon, de retrouver Motul, ça me fait plaisir. D'être avec Michel Perrin de nouveau. Bon, la BM, c'est quand même des bons souvenirs aussi. Mais on m'a détruit psychologiquement quand on a tué mon écurie avec ces stupides équivalences. Surtout que je vois ce qui s'est passé après. Quand on regarde, par exemple, je vais revenir un tout petit peu là-dessus. La saison dernière et cette saison, il y avait une voiture qui s'appelait une Alpine, qui est en fait une Rébellion, qui est en fait une Oreca. Cette Oreca-là, je la battais systématiquement avec la Pesca. C'était les mêmes voitures. Bon. Les dernières courses qu'il y a eu, il y avait des voitures qui étaient autrement plus compliquées qu'une voiture diesel. C'était des voitures hybrides et les Toyota. Donc trouver des équivalences entre une voiture atmosphérique comme l'Oreca, qui était comme la Pesca, et une usine à gaz comme une Toyota hybride, ils y sont arrivés, les ingénieurs, puisque vous regardiez les temps aux essais, ils étaient dans la seconde. Une Alpine actuelle et une Toyota, c'était dans la seconde. Donc trouver des équivalences entre un diesel et une essence, c'était le b.a.-ba pour un ingénieur. Donc c'est que volontairement on nous a tués. Donc je m'en suis jamais remis et j'ai quitté le milieu automobile. Il a fallu vraiment venir me rechercher dans ma campagne pour que vous me voyez là, avec une BM et avec Motul. Parce que j'ai décidé que le milieu automobile ne voulant plus de moi, eh ben, je ne voulais plus du milieu automobile. Ouais, après, nous, dans le milieu de l'historique, on est un petit peu plus cool quand même. On a des anciens pilotes comme Gérard Larousse qui viennent souvent chez nous Ouais, mais Gérard et Larousse, c'est l'ambiance est... différent. On l'a pas tué volontairement. Son écurie, bon, ceci dit, Ligier avait tout fait aussi pour lui piquer son moteur et pour tout lui piquer. Mais c'est pas sur le plan technique qu'on a tué l'écurie F1 Larousse. Lui, il n'a jamais été fusillé dos au mur. Son écurie s'est arrêtée comme celle d'Alain Prost parce qu'ils n'étaient pas compétitifs et qu'à la fin, ben, ils ne trouvaient plus les moyens de faire vivre leur écurie. Gérard Larousse, il n'a aucune raison d'en vouloir au milieu automobile. Moi, j'ai beaucoup de raisons. Parce qu'il faut savoir que j'ai tout perdu dans cette aventure. Moi, j'avais tout mis dans mon écurie. Je me suis retrouvé avec plus rien, avec un escroc des Pays de Loire qui a vidé les actifs de mon écurie et qui a déposé le bilan à la fin. Il m'est resté que mes yeux pour pleurer. J'ai tout perdu. Donc, je m'en suis jamais remis. Gérard Larousse, je lui ai cédé la présidence du club des pilotes du Mans, dont j'étais président, parce que je me suis retiré de partout. Et il le fait avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de talent. Mais j'ai jamais pardonné ce qu'on m'a fait. En tout cas, nous, on est très heureux de vous revoir sur Mais un j'en site. veux pas à Patrick, au contraire, je suis très heureux de revenir au sein d'une organisation Patrick Peter, parce que ce qu'il a fait a toujours été génial.
Quelle a été la meilleure voiture de votre carrière? Bon, la 670, évidemment. La meilleure voiture, c'est celle qui gagne. Donc, j'ai eu des très très bonnes voitures. J'ai conduit les Lancia, qui étaient à leur époque les meilleures voitures, ou parmi les meilleures. J'ai conduit les Porsche 936, 962, qui étaient des voitures fabuleuses. J'ai gagné à Brands Hatch même avec une 917. J'ai conduit à peu près toutes les voitures possibles au monde. La Sauber, qui s'appelait Kouros, était une très bonne voiture aussi. Mais la meilleure voiture, c'est celle qui gagne. Donc la Matra, elle avait toutes les qualités, c'est-à-dire que c'était vraiment certainement celle avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir au volant. Et en plus, elle était meilleure que les autres et on gagnait. Donc c'est le meilleur souvenir, évidemment, c'est l'aventure Matra. Et la Je parle 670 pas de l'aventure Formule 1 parce que là, Lagardère, il m'a fait un truc que j'ai jamais hmm, pardonné aussi. aussi. Mais on va pas revenir là-dessus. Mais la plus belle voiture, si je dois répondre à votre question, c'est la 670. Et la 670, c'est intéressant parce qu'on a un événement qui s'appelle Spa Classic, qui est l'équivalent du Mans Classique à Spa. Et avec cette Matra 670, vous avez un record du Tour sur le grand circuit qui n'existe plus aujourd'hui, en 1973, donc à une moyenne de 262 km/h sur un tour. J'imagine que vous avez quelques souvenirs de ce moment-là. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce record du Tour, il sera jamais battu à Spa, évidemment, puisque Spa n'existe plus, du moins le grand circuit. Par contre, actuellement, c'est encore le record du Tour le plus élevé d'un circuit routier, toutes catégories confondues. Quand on pense que c'est une voiture de 1973 qui détient ce record, et il a été approché à 1,5 km/h près par Montoya à Monza avec une Formule 1 effet de sol. Donc c'est 262, je sais plus combien, et lui c'était 262 avec 2 ou 3 dixièmes de plus. Donc il a toujours pas été battu. C'est incroyable, c'est une voiture des années 70. Et je dois dire que ce tour, le plus rapide à Spa, c'est peut-être le plus grand souvenir de ma carrière. Parce que Spa était le plus beau circuit du monde, enfin l'un des plus beaux circuits du monde. Pour moi, il y en avait trois. Il y avait Spa, il y avait le Nürburgring, et Clermont-Ferrand, c'était les circuits les plus complets. Dans un autre domaine, effectivement, il y avait Le Mans, mais c'était encore une autre un autre genre de course. Mais un record du Tour à Spa, c'est le souvenir le plus fabuleux qu'on puisse avoir en tant que pilote. Parce que c'est des successions de courbes qui se passent à beaucoup plus de 300 et aucune ne passe vraiment facilement à fond. Et donc, chaque fois qu'on arrive sur une courbe Notamment Burnanville en bas. entre 300 et 320, si vous levez le pied, vous avez toute la ligne droite qui suit, dans laquelle vous perdez des dixièmes par paquet et même des secondes. Donc le tour où vous arrivez à passer les quatre circuits les plus difficiles, que vous arrivez à les passer à fond et que le temps qui tombe, là c'est une impression extraordinaire. J'ai toujours aimé les circuits rapides, donc là avec ça on était servi. Et à l'inverse, la moins bonne voiture, la voiture qui vous a donné le plus de fil à retordre? Bon, ça a été la Williams en Formule 1, parce que c'était une voiture ratée, totalement ratée par son ingénieur. En Dans mes 72. 2 années chez Williams, la première année, c'était une marche, donc qui était pas mauvaise, qui était pas très compétitive, parce que malheureusement, l'argent que j'ai amené à Frank Williams, il servait surtout à payer les dettes de l'année d'avant, donc on faisait pas de développement, mais la marche était pas mauvaise. Et en 1972, j'avais une proposition de Brabham, de Ron Toronac, de rentrer chez Brabham. Et là, Frank Williams m'a fait un coup de violon terrible en disant: je suis en train d'embaucher un nouvel ingénieur, on va avoir une voiture fabuleuse. Et il a dessiné une poubelle. Mais alors, une poubelle, je crois qu'une poubelle de Paris, ça irait plus vite que la voiture que Williams m'a proposée en 72. Et en plus de pas aller vite, elle cassait tout le temps. J'ai eu des accidents incroyablement spectaculaires j'ai même le moteur qui s'est désolidarisé de la coque à Brands Hatch dans la compression, enfin des trucs invraisemblables. Et ça a été certainement la plus mauvaise voiture que j'ai jamais conduite. Oui. Et la plus belle voiture de tous les temps, pour vous? Oh, c'est la Matra. Aussi. Alors, pas la Formule 1, parce Esthétiquement que aussi. la MS-120, c'était la seule Matra ratée de toute la carrière de Matra. Celle-là, elle était très très mauvaise. Et
Mais la plus belle voiture de tous les temps, c'est peut-être la Pesca, mais j'ai pas couru avec. Mais c'est la 670 parce qu'on a tout gagné. On a tout gagné, on a battu Ferrari à plat de couture. À l'époque où on était tous des pilotes de Formule 1, parce que quand on faisait le championnat du monde des marques, il y avait 12 courses dans le championnat du monde des marques et 12 courses dans le championnat du monde de Formule 1. C'était les mêmes pilotes qui faisaient les deux Mm. championnats. Donc battre Ferrari pratiquement à toutes les courses et être champion du monde avec la 670, c'était la meilleure voiture. Ouais. Ouais, votre meilleure course? Pardon? Votre meilleure course? Voilà. Difficile à dire parce qu'on a eu tellement de belles courses. Sur le plan du bonheur, alors malheureusement c'est pas le résultat, mais c'est Spa parce qu'il y a aucun autre endroit où on peut avoir des impressions aussi fulgurantes qu'à Spa. Sans ça, on a fait des belles courses partout avec Gérard Larousse. On était très complémentaires et on a Et gagné. c'est pas Le Mans 68, vous citeriez pas celle-ci comme... C'est différent parce que ça se termine mal. Donc une belle course qui se termine mal, c'est pas une belle course. Si les mécaniciens n'avaient pas fait l'erreur d'oublier de changer les deux pneus gauches après, quand je suis passé sur les débris de la voiture de Mauro Bianchi, on aurait été deuxième après une course fabuleuse et ça aurait peut-être été la plus belle course que j'ai jamais réalisée. Quand ça se termine arrêté au bord du rail avec tout l'arrière arraché par un pneu qui éclate, c'est plus une belle course. Mais c'est vrai que la nuit de 68, ça reste certainement aussi, comme un Tour à Spa, l'un de mes plus grands souvenirs et le plus fabuleux. Ouais. Et Le Mans 73 aussi avec la bataille contre X Redman sur Ferrari, il doit être aussi dans votre panthéon. Ouais, mais là, c'est pas la course parfaite parce qu'on a eu des problèmes aussi. Donc, c'était une ambiance incroyable jusqu'à ce que la Ferrari s'arrête avec une fuite d'essence dans l'habitacle de Jackie. Et c'était intéressant parce que on avait des consignes de ne pas nous battre entre nous, les quatre matras. Évidemment, la seule chose qu'un pilote essaye de faire, c'est de ne pas respecter les consignes, ce qui est impossible sur le sec. Heureusement, il a plu. Et donc, sous la pluie, il n'y a plus de consignes possibles. Et là, les pilotes n'ont plus de bride, entre guillemets. C'est à celui qui ira le plus vite. Donc, il y a une course avec beaucoup d'ambiance. Quel pilote vous a le plus impressionné dans votre carrière? Ah, il y en a eu quelques-uns. Sans doute Veltoise par sa capacité à conduire dans l'état où il était et aller plus vite que moi. Mais j'ai découvert quand même qu'il y avait des gros écarts dans les moteurs. Et un jour où je m'en suis aperçu, on m'a donné la voiture de Jean-Pierre à Zolder. C'était une course en 2 manches. Et avec la voiture de Jean-Pierre, je me suis aperçu que j'allais 3 secondes au tour plus vite qu'avec la mienne, uniquement sur le moteur. Et ceci dit, c'est un pilote extraordinaire. Sans ça, dans ceux qui m'ont vraiment impressionné, qui auraient pu vraiment m'impressionner, c'est Jim Clark, parce que la première course que j'ai faite, j'étais devant lui, la deuxième course, il s'est tué. Mais c'était une telle idole que de me retrouver sur une grille de départ en Formule 2 avec Jim Clark. Faut savoir qu'en Formule 2, tous les pilotes de F1 venaient sur la grille de départ à Barcelone. Il y a Stewart, il y a Hamon, il y a Clark, il y a Graham Hill, tous les pilotes de F1 sont là. Mais dans les jeunes qui arrivaient, qui m'ont vraiment impressionné, Ronnie Peterson, qui était un avion de chasse absolu, Jochen Rindt, évidemment, donc on était dans les mêmes courses ensemble, c'est les deux qui m'ont le plus impressionné. Les autres qui auraient pu impressionner, soit je les ai pas connus quand ils couraient, c'était Fangio, mais bon, c'était pas de mon époque, soit c'était après, quand Stewart était au plus haut de sa carrière. Moi, j'avais des poubelles en Formule 1, donc on pouvait plus se comparer. Et, mais à voiture égale, battre Rindt et Peterson, ça c'était vraiment un exploit, quoi. C'est amusant parce qu'il y a 15 ans, je vous avais posé la même question et vous m'avez fait une autre réponse. Là, vous m'avez cité des pilotes très connus et vous m'aviez à l'époque cité un pilote auquel je m'attendais beaucoup moins. Vous m'avez dit Mac Tackwell, un pilote qui vous avait marqué par sa Ah, c'est rapidité. vrai, c'est différent parce que il s'est arrêté très tôt. Alors, il m'a impressionné parce que il était très jeune. Il faut savoir pourquoi ça a été le plus jeune pilote de Formule 1, Mike Tackwell.
il est arrivé de Nouvelle-Zélande avec la carte d'identité de son frère aîné. Donc il n'avait pas le permis. Et quand je l'ai eu avec moi chez Kouros, je me suis aperçu effectivement que c'était un très très bon pilote qui s'est arrêté très rapidement. Et il m'a pas impressionné en monoplace parce que j'ai jamais été confronté directement avec lui. Un pilote qui vous impressionne, entre guillemets, c'est quelqu'un soit qui vous allume régulièrement dans la même voiture, ce que faisait Mike Tackwell dans la Kouros, soit vous êtes à la voiture très proche dans une même course et vous n'arrivez pas à les battre. C'est Rint, Peterson et compagnie. Et Tackwell m'avait impressionné parce qu'il était toujours très très rapide. Ça a été l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 dans ses débuts. Et faut dire, j'avais aussi une approche un peu différente de lui. Moi, j'étais le deuxième pilote. Quand je montais dans la voiture après lui, ça a toujours été ma vision de l'endurance. C'est pas pour battre mon coéquipier que je montais dans l'auto, c'était pour finir de régler la voiture et puis pour faire en sorte que la voiture soit en état de gagner. C'était pas pour battre Tackwell. Donc j'ai jamais vraiment essayé de battre Mike Tackwell, mais c'est vrai qu'il allait très vite. Et j'en profite pour préciser que vous avez aussi eu comme coéquipier Ayrton Senna à une occasion au Nürburgring. Une fois, oui. Une fois, donc il était totalement inconnu. Alors a posteriori, c'est toujours impressionnant de dire j'ai eu Senna comme coéquipier, mais il arrivait en Europe. Il y avait Domingos Piedad qui était son manager et qui était aussi un manager de Reinhold Jost. Et c'est comme ça que Senna a débarqué au Nürburgring dans notre équipage. Alors très timide, assis au fond des stands, il disait pas un mot à personne. Et puis on a vu que quand il est monté dans l'auto, en plus il pleuvait, il allait très vite. Mais j'avais aucune raison d'être spécialement impressionné parce que j'ai pas été confronté à lui directement. C'est après qu'on a vu que c'était Monsieur Senna, quoi. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'avez jamais eu peur au volant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, le seul moment où on a peur, où on est susceptible d'avoir peur, c'est le moment qui est très court entre le moment où on sait qu'on a perdu la voiture et elle va taper. Parce que c'est pas très long. Ceci dit, quand j'ai décollé au Mans, ça a duré un certain temps quand même. Et mais si on a peur, on n'est pas pilote de course. C'est, c'est la seule chose qu'on ne puisse pas contrôler. À la limite, je crois que dans les tranchées en 14, tous les soldats ont eu peur et ont vaincu leur peur, mais on leur demandait pas une performance particulière. Conduire une auto, vous êtes obligé d'être à 100% de vos moyens. Quand votre chef de groupe dans les tranchées vous disait on y va et que vous saviez que vous alliez être tué dans la seconde qui suit, si vous n'y alliez pas, vous étiez fusillé parce que vous aviez refusé d'obéir. Donc c'est sûr que c'était des moments pendant lesquels les soldats avaient très peur. Mais un pilote qui a peur, il ne peut pas conduire. Si vous vous dites en montant dans l'auto, faut pas que j'ai peur, ben, c'est que vous avez peur. Donc votre carrière s'arrête là. Et donc je peux dire effectivement qu'en conduisant, j'ai jamais eu peur. Par contre, dans les très courts moments où on sait que ça va taper fort, c'est impressionnant, on se demande comment ça va se passer, quoi. Récemment, je rebondis un petit peu sur votre accident. En 2020, on a vu Romain Grosjean qui a eu un gros accident avec du feu, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Vous, c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre carrière et votre témoignage peut être un peu comparé au sien. Il a été bloqué pendant quelques secondes dans sa voiture. C'est aussi ce que vous avez vécu. Vous vous souvenez de ça? De lui ou de moi? De vous, de votre accident à vous? Ben, il y a deux différences. La première, c'est que nous, c'était des essais privés, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait pas de commissaire, il n'y avait personne. Donc si je sortais pas de la voiture, personne ne me sortait. La deuxième chose, et c'est là où personne n'a rien compris dans l'accident de Romain Grosjean, c'est qu'il y a une chose que l'on savait, nous, et que tout le monde savait, c'est qu'au bout de 15 secondes, c'est pas la peine de vous sortir de l'auto, vaut mieux vous laisser dedans parce que vous survivrez pas, parce que vous avez le tissu pulmonaire brûlé. Or, on me dit, Grosjean, il est resté 30 secondes dans le feu. Je dis, c'est pas possible. Ou alors, il s'est passé quelque chose d'autre. Et a posteriori, j'ai compris, c'est que le pompier qui était à côté de la voiture, il n'a pas essayé d'éteindre la voiture, il s'est concentré sur l'habitacle de la voiture. D'ailleurs, vous voyez Grosjean qui sort, il a le bout des mains brûlé, c'est tout.
Ça veut dire qu'il n'a pas été dans le feu, lui. La voiture était dans le feu. Mais le pompier l'a sauvé parce qu'il s'est concentré sur l'habitacle. Et au bout de 30 secondes, on voit Grosjean qui sort, il s'époussette un peu, il a vaguement le bout des doigts brûlé. Donc il n'a pas été dans le feu directement. Et c'est heureusement pour lui. Il n'aurait pas eu ce pompier génial, il ne survivait pas. 30 secondes dans le feu, on ne peut pas survivre. Même avec un casque, une cagoule, tout ce que vous voulez. Avec la chaleur pendant 30 secondes dans les flammes, vous avez le tissu pulmonaire brûlé. À ce titre d'ailleurs, et pour vous donner un exemple, quand Williamson est mort à Zandvoort brûlé dans sa voiture, on s'est tous arrêtés pour essayer de l'aider. Et puis on a vu que ça ne servait plus à rien, on l'a laissé dedans. Et l'année d'après, les organisateurs nous ont fait venir une journée plus tôt, tous les pilotes de Grand Prix à Zandvoort, en disant « Maintenant, on sait éteindre une voiture ». Donc ils avaient une carcasse de monoplace remplie d'essence, ils ont mis le feu, ils n'ont jamais réussi à l'éteindre. Donc pour vous dire qu'il y a eu des progrès de fait, et les progrès ils sont faits surtout sur les voitures qui normalement ne brûlent plus, sauf celles de Romain, mais normalement vous ne voyez plus des voitures brûlées. Et puis dans les moyens d'intervention qui ont beaucoup évolué, le fait de pouvoir maintenir un habitacle froid au milieu d'une voiture qui brûle comme celle de Romain, c'est extraordinaire. Donc moi je m'en souviens bien parce que, heureusement ou malheureusement, je dis heureusement ou malheureusement parce que si j'étais resté dans l'auto, je serais mort et puis j'aurais pas eu de soucis après. Mais le fait de pouvoir sortir moi-même de la voiture, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est un instinct de survie qu'on ne peut pas commander parce qu'instantanément, comme j'avais un casque ouvert, j'ai les yeux brûlés. Donc instantanément, je suis aveugle. L'auto, d'après ce que j'ai vu dans les photos d'après l'accident, elle était sur le côté dans un fossé. Donc par où je suis sorti, j'en sais rien du tout. Mais c'est l'instinct de survie. Vous mettez un scarabée près d'un feu, il remue les pattes dans tous les sens. Si c'est dans le bon sens, il s'en va. Si c'est dans le mauvais sens, il rentre dans le feu. Et moi, j'ai remué les pattes dans le bon sens, quoi. Je suis sorti sans savoir comment. Pour finir ce podcast sur une note plus gaie, vous allez participer donc très prochainement au Tour Auto. Quel sera votre objectif pour cette participation avec Michel Perrin? J'en sais rien du tout, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a vraiment comme voiture potentiellement dangereuse. Enfin, dangereuse entre guillemets pour la victoire. Normalement, une voiture de tourisme, ça ne peut pas gagner le Tour. Donc je ne sais pas du tout. Je vais faire de mon mieux. Et, je connais pas la voiture, je la connais plus. La dernière fois que j'ai conduit une BM, c'était il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on va faire les choses sérieusement. Michel, je sais qu'il le fera très sérieusement. Et comme on ne peut pas reconnaître les spéciales, je ne risque pas de faire la différence dans les spéciales. On sera tous au même niveau. Et on va essayer de s'amuser et puis de faire honneur et à Patrick Peter en faisant un beau tour, et à Motul et à Romain Grabowski qui a fait beaucoup d'efforts pour me confier une belle voiture. Eh ben, on a hâte de vous voir sur les routes du Tour. Merci beaucoup Henri Pescarolo d'avoir passé du temps avec nous ce matin. Et on se revoit donc très vite au départ du Tour Auto à Paris. On n'arrête pas de parler de toi, Il faut que tu te changes. On sait pas tout, mais on a une voiture à faire tourner maintenant. Tiens. Top. C'est bon? Bah, Ouais, merci tu beaucoup. veux qu'il s'habille ici? Bah,